Donc voilà, c'était le petit tips rapide, de manière à laisser du temps à nos invités. Hélène, déstress, ça va bien se passer. Non, il faut stresser, au contraire. Bien accueilli. C'est quand on est stressé qu'on est le meilleur. Ça dépend des gens, en fait. Donc là, on va te croquer toute crue et ça va très bien se passer. Donc merci de votre accueil. Encore une fois, j'ai appris des choses à me perfectionner sous Photoshop et j'en suis ravie. Donc je vais vous parler en compagnie de Virginie qui me représente de ma carrière et je vais commencer je ne vais pas vous parler de ma carrière passée dans le secteur de la publicité ou de la photographie dite commerciale, comme la dénomment les Américains plus justement que les Français. Mais je vais vous parler de ma carrière actuelle ou de sa construction sur le marché de l'art, parce que je n'y suis pas encore tout à fait. Alors, ce qui est intéressant... Bon, déjà, ce que je remarque, c'est que tu es suffisamment stressé pour venir avec ton avocat, quand même. Là, peut-être des choses très intéressantes à nous apprendre au-delà de mon expérience. J'en suis absolument certain. Donc, c'est pour ça, donc, Virginie, merci d'être venue, ça fait vraiment plaisir. Et puis, effectivement, je trouve ça très, très intéressant, parce que c'est... ce que j'expliquais en préambule, une part du marché professionnel qui est quand même très opaque, je pense, pour la majorité des gens, en tout cas dans le domaine de la photo. Je pense que c'est quelque chose qu'on, naturellement, on n'accède pas forcément facilement par rapport à peut-être quelqu'un qui sortirait d'un cursus plus, je dirais, artistique, traditionnel, au sens beaux-arts ou plasticien. La carrière artistique, c'est pas une ligne droite en fait. Avant tout, c'est la vie, les rencontres, la façon, nos objectifs en tant qu'artiste aussi qu'on a envie d'atteindre. Donc en fait, vous êtes tous uniques, tant artistiquement qu'aussi en tant que personne. Donc du coup, en fait, je pense qu'il n'y a pas de ligne droite. Moi, j'ai mis en place un process de manière à faire gagner du temps aux artistes et à faire grossir bien sûr la galerie et notre agence d'artistes. Mais le marché ne m'a pas attendu en fait. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, on a un gros problème sur le numérique. Voilà. On va pouvoir évoquer tout ça. Avant tout, place à Hélène Hubert. Voilà. Alors, Hélène. Enfin, vous me laissez la parole. C'est pas trop tôt. Bien. Je rêve. Non, mais je rêve. Montre tes photos. Non, mais il a fallu. Mais il a supplié pour qu'elle vienne. Non, vous exagérez. Après, elle a dit oui, non. En fait, c'est très plaisant d'être là, de parler de soi. Ah. Bon, je peux en placer une. T'as vu comment elle prend la main? Je vais parler donc en tout premier de ma démarche artistique, de mes œuvres et de mon parcours. En fait, parce que c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur le marché de l'art. Dans une deuxième partie, je traiterai de mes expériences avec le marché de l'art, donc, et les impasses que j'ai rencontrées. Et dans une troisième partie, ma collaboration avec Virginie Tison. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet avec ma démarche artistique. Le fil d'or de mon travail photographique, c'est l'énergie qui anime les natures mortes. Le terme nature morte m'a toujours exaspérée, comme beaucoup d'entre nous. Dans mon travail de publicitaire ou commercial, pour animer mes ambiances ou les objets que je photographiais, j'ai inventé des dialogues entre les produits. Et je créais donc des mises en scène pour qu'il se passe quelque chose entre ces produits. Et à l'arrivée, il y avait une lumière particulière, un petit peu magique, qui se dégageait de ce dialogue que j'avais instauré dans les objets, aux objets et aux propos de mes clients. Ayant décrypté ça, avec le numérique, j'ai perçu une dimension physique qui vérifiait ma relation avec les objets et les espaces vides et les choses inanimées. Et qu'en fait sont animés, puisque moi je les vois s'animer. Et donc les capteurs numériques qui dévoilent des choses que la vision humaine ne voit pas, m'ont révélé que ces liens existaient réellement par le biais des longueurs d'onde. Voilà.
Donc, je vais vous évoquer mon parcours. J'ai eu la chance de commencer, puisque je ne trouvais pas d'enseignement qui correspondait à ma demande en France. Donc, nous sommes à la fin des années 70. C'est à Arles que j'ai rencontré des photographes américains, femmes, donc Kate Carter et Joyce Stenson, qui m'ont accueilli dans une école qui avait été en réalité fondée par Ansel Adams et Edward Weston. Et donc c'est dans l'esprit du zone système d'Ansel Adams que j'ai grandi, ou que j'ai fait grandir ma passion. Et en quoi cela est-il important? C'est que toute ma vie, j'ai appliqué ça à ma vie professionnelle. C'est un système, alors non seulement c'est un système de plage de gris qui permet de répartir la luminance en 10 zones et qui permet de faire en sorte qu'un paysage éloigné ait la même densitométrie que le premier plan. Et avec une profondeur de champ. Donc c'est très curieux que tu parles du Club 64, parce que Ansel Adams avait fondé le Club F64 déjà. Ouais. Et voilà. Bon, je suppose que vous connaissez tous Ansel Adams, donc ça gère l'image de la prise de vue jusqu'à l'impression, et c'est un système que j'ai toujours appliqué, y compris en numérique, parce que ça s'adapte. Voilà. De toute façon, si on regarde bien, aujourd'hui, l'héritage vêtement de la mesure matricielle n'est jamais qu'une électronisation, ça plus l'histogramme, de la pensée d'Ansel Adams, adaptée à la dynamique de notre outil actuel. Mais si tu compares justement ce système de zones à fixer des densités par zone et à sortir une moyenne pour que le fichier sorte, c'est ce que faisait Ansel Adams avec sa mesure, son bain et son temps de tirage, quoi. On est les héritiers au quotidien de notre smartphone fait de l'Ansel Adams sans même nous le dire, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Je croyais que c'était moi qui avais adapté, mais non, c'est le matériel. Non, mais tu as une vision extrêmement juste. Non, mais c'est intéressant que tu l'évoques, parce que c'est à la fois un héritage extrêmement classique, si ce n'est le classique de la photographie, notamment, entre autres, de paysage, mais en même temps, c'est quelque chose qui a permis, je trouve, à toute l'expression photographique et technique de prendre son essor depuis 50 ans, quoi. Tout à fait. Tout à fait, et de savoir que ce système, quand même, a été créé en 1930. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi ce qui me permet d'avoir, ou qui m'a permis de maîtriser les outils numériques, en particulier en colorimétrie, plus facilement. Et d'avoir une chaîne entièrement calibrée, etc. Une chaîne de travail, workflow. Voilà, donc... tips sur la couleur. Ajouter, donc moi les objets, je les mettais en scène, effectivement, je les faisais parler entre eux, et avec tout d'un coup le numérique est rentré au studio en 1998, où j'ai eu la chance de pouvoir tester les premiers dos numériques qui s'adaptaient sur nos chambres argentiques. Donc on remplaçait les châssis qui portaient les films, et là moi j'ai eu plusieurs révélations. Dans les années 2000, j'ai acquis un 24-36, donc avec un capteur plein format, et je vais à Ouessant, je pose, il y avait une nuit de brouillard terrible, je pose mon appareil sur la fenêtre, et il est d'usage quand il faisait nuit. Et mon rêve a toujours été de pouvoir, parce qu'il y avait des directeurs artistiques qui demandaient des choses aberrantes, comme devoir matérialiser le faisceau d'une lumière, par exemple, chose qui était possible, mais en enfumant le studio et avec des fumigènes et tout. Et donc là, j'avais ma chance de réaliser le cône parfait dans le brouillard, le cône du phare, évidemment. Donc je pose mon appareil sur la fenêtre, et puisque je n'avais pas emmené mon pied, il est d'usage donc de faire plusieurs tests. Et là, je fais une phototest et le phare s'éteint. Voilà, l'île de Ouessant, c'est comme ça. Le brouillard était toujours là, mais
Peut-être que c'est pour que les navires se crachent sur leurs côtes et qu'ils puissent récupérer les petits canards en plastique ou les chaussures ou les manteaux. Voilà. Je rentre au studio, enfin dans mon laboratoire, je développe le fichier et, oh surprise, j'avais pas de brouillard, j'avais pas de faisceau, mais j'avais une voie lactée extraordinaire avec le clair de lune qu'on n'avait évidemment pas vu et la lande bretonne très visible, voilà. Donc c'était quand même, j'étais sidérée tout en me disant bon, la NASA, tout ça, c'est eux qui ont mis au point les premiers capteurs, on a découvert les trous noirs, etc. Donc c'est normal, les capteurs nous révèlent des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Pour peu qu'on les travaille un petit peu finalement, pour peu qu'on nettoie les pixels gênants. C'est une autre révélation avec le numérique. Donc, je suis dans mon studio, j'ai une guitare ibanaise avec lesquelles j'entretiens des liens particuliers et je décide de faire le tour. Et à un moment donné, je me rapproche, je fais de la macrophotographie du manche qui était nacré. Enfin, qu'il est toujours d'ailleurs. C'est bien de le préciser. Et en photographiant ce manche nacré, encore une fois, j'arrive dans mon laboratoire et j'enlève tous les pixels noirs qui me déplaisaient, etc. Et petit à petit, il y a la silhouette d'un mec qui sort de ma photo alors que j'étais sur le gros plan du manche en nacre d'une guitare. Et je vois un bonhomme qui apparaît et qui a une posture particulière, et je me dis, mais il porte un saxophone, oui, c'est ça. Alors je vérifie sur Internet que c'était bien la bonne pose, et effectivement, j'avais dans ma photothèque un saxophone, et je colle le saxophone avec la méthode que tu indiques. Ça se passe impeccable, parce qu'il est juste en place, j'ai même pas besoin de déplacer le truc. Et voilà, mon saxophoniste en place, en scène. Alors, il y a peut-être, je peux imaginer qu'il y a quelques spectateurs dans le fond. Et alors là, je me dis, mais finalement, ces objets avec lesquels j'entretiens de tels rapports, ils ont une mémoire. Tous les objets, finalement, qui sont autour de nous, portent une mémoire de quelque chose, puisque là, on peut bien imaginer que c'est la guitare qui réfléchit, le saxophoniste qu'elle a en face d'elle, peut-être aux dernières concert auquel elle a participé. Donc, voilà, de là, j'ai été complètement subjuguée par le numérique. Je suis une pro-numérique. Je veux dire que après ça, l'argentique n'avait plus aucun charme pour moi. Donc, j'ai tout largué, le studio, le matériel. Je me suis libérée de tout, y compris des contraintes de la reproduction du